cette vidéo, on s'attaque à la suite de l'examen d'entrée de juillet 2022. Et donc les questions sont classées dans l'ordre des chapitres de la playlist sur la chaîne. Donc on est déjà dans le chapitre 4 sur la mitose et la méiose. Il y a eu 4 questions là-dessus, donc notamment la question 3. Alors on vous propose qu'un spermatozoïde humain peut contenir un chromosome X. Alors ça paraît tellement simple qu'on pourrait croire que y a un piège. Donc un homme c'est XY, une femme c'est XX. Donc dans les ovules vous allez toujours avoir X. Les ovules et les spermatozoïdes sont des gamètes, des cellules à demi-patrimoine génétique, donc vont avoir soit l'un soit l'autre des chromosomes sexuels. Et donc oui, il y a des spermatozoïdes qui vont avoir X avec 21 autres chromosomes, et d'autres spermatozoïdes qui vont avoir Y avec 21 autres chromosomes. Donc oui, un spermatozoïde peut contenir un chromosome X. Alors par contre, il ne contient pas 46 molécules d'ADN linéaire. Un gamète est haploïde chez l'homme, et il contient 23 chromatides, 23 chromosomes simples. Donc si on compte le numéro 1, 2, 3, 4. Alors il n'est pas entouré d'une paroi. Alors qu'est-ce qui est entouré d'une paroi? Les cellules végétales sont entourées d'une paroi cellulosique, ou les cellules de mycètes, de champignons, sont entourées d'une paroi de chitin. Les virus aussi ont parfois une paroi, les bactéries, mais pas les spermatozoïdes, surtout pas. Les ovules, on pourrait croire qu'ils ont quelque chose qui ressemble à une paroi, mais ils ont une zone pellucide et des cellules folliculaires, mais pas des parois dans ces cellules-là. Alors, est produit par une mitose? Non, il est produit par une méiose, par deux méioses, méiose 1, méiose 1 et 2, suivi d'une cytocinèse. Une cytocinèse, c'est quand le cytoplasme se divise, donc à la fin d'une mitose, la dernière étape de la mitose, parfois on la cite en dehors ou dedans, c'est la séparation du cytoplasme. Donc oui, il y a des divisions de cytoplasme à la fin de chacune des méioses, mais c'est pas une mitose. Voilà, donc le piège, c'est que spermatozoïdes, on pense Y, mais la moitié vont donner des filles. Alors ici, un petit peu de calcul, même si c'est bio, c'est pas maths. Alors, si une cellule cancéreuse en culture génère par des mitoses successives 256 cellules filles après 16 heures, quelle est la durée moyenne de son cycle cellulaire? Donc s'il y a 256 cellules, il y en avait 128, il y en avait 64, il y en avait 32, il y en avait 16, il y en avait 8, il y en avait 4, il y en avait 2, il y en avait une. Donc une cellule, pour donner 256, va devoir se diviser une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois et 8 fois. Et donc en 16 heures, ça va lui demander 16 heures divisé par 8 divisions cellulaires, donc ça va nous faire 2 heures. Donc au temps 0, on a une cellule, au temps 2 heures, on a 2 cellules, au temps 4 heures, on a 4 cellules, etc. Et on arrive à 16 heures. Toutes les 2 heures, une division. Et donc la durée moyenne du cycle cellulaire est de 2 heures. Donc le cycle cellulaire, c'était une mitose et une interphase. L'interphase est G1, S la réplication de l'ADN et G2. Et parfois on parle de la cytocinèse à la fin de la prophase, métaphase, anaphase, télophase. La question 10, toujours dans le chapitre sur la mitose-méiose. Donc le schéma ci-dessous représente une cellule en cours de division. Il pourrait correspondre à l'anaphase 2. Alors on vous propose des premières divisions de méiose ou des deuxièmes divisions de méiose, et on vous propose différentes formules chromosomiques pour la cellule. Alors d'abord, c'est quoi une formule chromosomique? Donc les formules chromosomiques peuvent être des 2n égales ou des n égales. Alors quand ça commence par 2n, ça veut dire que la cellule est diploïde, et donc elle a des paires de chromosomes. Donc chez l'homme, l'état diploïde, c'est 46 chromosomes, 23 paires. Et si la formule commence par un n, c'est que la cellule est haploïde, et donc elle a des chromosomes séparés, donc pas des paires. Donc chez l'homme, c'est 23. Donc les cellules haploïdes chez l'homme sont des gamètes, et les cellules en train de faire la méiose, et toutes les autres cellules du corps sont bien diploïdes. Et donc si ce sont des paires de chromosomes, il faut absolument que le nombre soit un nombre pair. Et donc 2n égale 3, ça ne peut pas exister comme formule chromosomique. Voilà, il y a déjà eu ça l'année passée, je crois, qu'il y avait le même genre de problème de 2n égale un nombre impair. Alors maintenant, est-ce que ce qui est représenté ici est une première ou une deuxième division de méiose?
en fait, on voit que dans cette représentation, il n'y a que 3 chromosomes qui sont en train d'envoyer chacun une chromatide au pôle. Donc on est déjà à l'état haploïde. Et donc quand on regarde une cellule qui commence avec 2n égale 6, donc elle avait 6 chromosomes au départ, 3 paires. Elle a fait une première méiose qui a donné des cellules qui contenaient chacune 3 chromosomes. Les chromosomes sont partis de manière entière, ça c'est la méiose 1. Et donc ici on est bien à la méiose 2. On voit que les chromosomes se sont séparés au niveau du centromère et que chaque chromatide migre vers le pôle. Et donc c'est bien une deuxième division et pas une première. Et donc il ne reste plus que la proposition D. Alors la question 12 est aussi une question de mitose-méiose. Donc le schéma ci-dessous représente 2 paires de chromosomes d'un même karyotype. Les 4 échanges ABCD de fragments chromosomiques sont indiqués. Pour chacun des fragments sont encadrés. Lequel de ces échanges pourrait correspondre à un crossing-over observable lors d'une méiose? Alors un crossing-over, ou un enjambement en français, c'est un échange qui a lieu pendant la prophase 1, donc la méiose 1. Donc au moment où les paires de chromosomes s'associent, pour pouvoir être en métaphase par paire et à l'anaphase un chromosome entier qui part, ça arrive qu'en fait il y ait un enjambement des extrémités des chromosomes et donc des échanges d'extrémités de chromosomes dans une paire. Et donc ceux qui sont représentés ici, il faut que ça soit dans la même paire et il faut que ça soit entre les 2 chromosomes de la paire. Donc c'est la B. Voilà, les autres échanges de chromosomes ne sont pas des crossing over. Ça peut arriver que des parties de chromosomes soient échangées à d'autres moments. On va plutôt appeler ça des translocations. Donc si c'est en des paires différentes, donc si jamais le D a lieu, on va avoir la paire numéro 1 qui va être trop longue et la paire numéro 2 qui va être trop courte. Donc on va avoir des chromosomes qui sont plus équilibrés. Donc dans ce cas-là, c'est des translocations. Donc des chromosomes avec des tailles différentes. Dans le même chromosome, ça je ne sais pas trop ce que ça porte comme nom. Je ne sais pas si ça pose problème. Voilà. Alors si vous avez aussi des chromosomes entre l'extrémité au-dessus et en dessous, donc ça c'est aussi des translocations, des trucs qui peuvent poser des soucis. Mais le crossing over, qui est utile au brassage intrachromosomique, qui est assez courant, c'est le B. Donc entre 2 chromosomes d'une même paire, des fragments de même taille, de même position dans la paire de chromosomes. On passe à la génétique. Alors, on donne un génotype d'un organisme diploïde. Et donc, vous voyez qu'on présente des lettres en majuscules, en minuscules. Donc, et on parle de 4 gènes. Et on parle donc des allèles. Donc, on vous dit que les 4 gènes sont situés sur des chromosomes différents, qu'il n'y a pas de crossing over. Combien de gamètes différents cet organisme peut-il produire? Alors, pour le gène A, il est hétérozygote. Ça veut dire que les 2 allèles sont différents. Pour le gène B, il est homozygote. Les 2 allèles sont les mêmes. Et C et D, il est aussi hétérozygote. Ok, et donc quand il va envoyer un allèle sur 2 dans ses gamètes, les gamètes vont recevoir soit grand A, soit petit a. Ils vont recevoir grand B, mais sans avoir de choix. Ils vont avoir soit C, soit D, soit D. Voilà, donc il y a 2 choix, fois 1 choix, fois 2 choix, fois 2 choix. Et donc on va avoir 2 fois 2, 4 fois 2, 8 possibilités. Voilà, donc si on veut toutes les lister, donc on peut avoir un A, B, C, D tout en majuscule. A, B, C, petit d, A, B, petit c, grand D, A, B, petit c, petit d, petit a avec les mêmes. Donc tous ceux-là, et puis tous les mêmes avec les petits a. Et on a les 8 possibilités. Par contre, pour le B, il n'y aura jamais de nouvelles combinaisons puisqu'ils sont tous pareils. Alors, la question 9 est la question de génétique traditionnellement sur un arbre généalogique. Alors, on a plein d'informations sur cet arbre. Donc, ce qui est représenté en noir, les individus atteints d'une maladie. On vous dit que la maladie est récessive. Donc, on va choisir un petit allèle minuscule pour représenter cette maladie. Et on mettra une grande majuscule pour l'absence de cette maladie. Donc, le caractère sain est dominant, la maladie est récessive. On vous dit qu'elle est monogénique, ça veut dire qu'elle ne va pas dépendre de plusieurs gènes. Donc c'est un exercice qui est assez
simple, pas cette difficulté-là. On vous dit qu'il n'est pas lié au sexe, donc ça ne va pas être sur le chromosome X. Un synonyme de ça, c'est qu'on peut vous dire que c'est une maladie autosomique, donc qui est présente sur un des chromosomes, mais pas les chromosomes sexuels. Voilà, alors dans le cas d'une maladie récessive autosomique, les individus atteints doivent être porteurs de 2 allèles malades pour qu'ils puissent s'exprimer. Ok. Alors les individus sains, ils peuvent être homozygotes pour le caractère sain ou hétérozygotes pour le caractère sain. Mais on vous dit que la fréquence des hétérozygotes dans la population est négligeable. Donc chaque fois qu'on aura quelqu'un de caractère sain, on considérera qu'il est homozygote pour ce caractère sain. Voilà, donc ça c'est les personnes qui sont dans la population. Maintenant, ceux qui sont de caractère sain issus d'un parent atteint, lui, il va recevoir d'un de ses parents la maladie, enfin l'allèle de la maladie, et de l'autre de ses parents le caractère sain. Donc le carré noir, il n'a pas le choix, il va donner le petit m. Le rond blanc, il n'a pas le choix, il va donner le grand S. Donc 100% des enfants recevront un grand S, un petit m. Donc ici, 100% des enfants de ce couple seront grand S et petit m. Et pareil pour celui-ci. Donc c'est le même genre de parents. Un parent donne le grand S, l'autre parent donne le petit m, donc ça fait 100%. Alors le fait que ça soit une fille ou un garçon, ça ne change rien. La maladie n'est pas liée au sexe, donc c'est la même chose pour tout le monde. Ok, alors ce qu'on vous demande, c'est le dernier enfant ici, dont on ne donne pas le sexe, c'est ça que ça veut dire le petit losange. On ne sait pas encore si c'est une fille ou un garçon. Donc un de ses parents, on le connaît, sans équivoque, et ce parent connu va donner une fois sur deux le grand S, une fois sur deux le petit m. L'autre parent, il est issu d'un croisement où un des parents porte le petit m et l'autre parent est sain. Et donc ce parent ici, ce carré blanc, il est soit grand S à 50% de chance, et donc dans ce cas-là, il ne donnera pas la maladie, soit grand S petit m à 50% de chance, et dans ce cas-là, il pourrait donner l'allèle malade. Ok, donc pour que l'enfant soit atteint, c'est ça qu'on vous demande, quelle est la probabilité pour que l'enfant de dernière génération soit atteint. Il faut que déjà il y ait eu, que le premier des parents ait eu le malheur de recevoir ce petit m, une chance sur 2, et il faut aussi qu'il reçoive de chacun de ses parents hétérozygotes l'allèle malade. Donc il y a une chance sur 4 de recevoir ça. Donc un quart des enfants d'un couple hétérozygote sera malade, atteint de la maladie. Et comme il n'y a que 50% de chances que ces deux parents soient atteints, donc un quart de 50%, ça fait, ou 50% d'un quart, ça fait un huitième. Donc la question 11 de génétique, on cherche une proposition fausse. Attention, pas une proposition vraie. Alors quand on vous dit que certaines maladies génétiques humaines sont, alors la plus facile c'est héréditaire, ça c'est vrai, donc c'est pas la réponse qu'on cherche. Donc la proposition D vous demande si c'est possible que les maladies génétiques humaines soient la conséquence d'une mutation. Oui, c'est ça qui va provoquer des nouveaux allèles et qui pourrait potentiellement donner des maladies, donc c'est pas ce qu'on cherche. À l'état hétérozygote, pourquoi pas, ça dépend si la maladie est dominante ou récessive, et c'est possible que certaines le soient. Le résultat d'une anomalie chromosomique, donc les anomalies chromosomiques, c'est des translocations, c'est des choses qui bougent, ça peut être des inversions, des machins comme ça. Comme on coupe des chromosomes, c'est possible qu'on modifie certains gènes et qu'on provoque des maladies génétiques, donc ça peut aussi, donc si c'est vrai que ça peut provoquer une maladie génétique, ce n'est pas la réponse qu'on cherche. Alors par contre, dû à une modification du code génétique, le code génétique, attention de ne pas confondre avec le patrimoine génétique, donc le code génétique, c'est le fait que quand vous avez A, vous avez, je sais pas moi, une lysine, mais c'est peut-être pas ça, hein, et quand vous avez A, U, G, vous avez une méthionine, etc. Donc ça, c'est la correspondance des acides aminés et des codons, et donc ça, c'est jamais modifié, hein. Ça va, si c'est modifié, la cellule n'est pas vivante. Hein. Enfin, c'est quelque chose qui ne changera pas, qui est valable dans toutes les espèces, c'est universel. Enfin, voilà. Et donc, attention au mot code génétique, ne pas confondre avec patrimoine génétique.
Ok, on passe à l'évolution. Donc l'évolution, c'est beaucoup de vocabulaire et un petit peu de phénomènes à comprendre. Donc la dérive génétique, qu'est-ce que c'est? Donc si vous allez voir les vidéos de Jonathan Dumas, et je vous encourage à aller les voir, hein. Donc il présente la dérive génétique comme étant quelqu'un qui plonge sa main dans un paquet de M&M's. Ça va? Donc quand vous avez une dérive génétique, ça veut dire que vous avez toute une population avec des gens qui ont plein d'allèles différents, et vous allez dans le paquet et vous en isolez juste quelques-uns qui ne seront pas représentatifs de la population. Donc la fréquence des allèles est différente dans la petite portion qui a été isolée. Alors ça peut être isolé par effet fondateur quand il y en a quelques-uns qui partent sur une île ou derrière une montagne, ou bien à cause d'une sécheresse et qu'il n'y en a que quelques-uns qui restent. Donc ça, c'est différents cas qui peuvent provoquer des dérives génétiques. Et donc, elle ne favorise pas la fixation spécialement des allèles avantageux, puisqu'elle en supprime pas mal. Donc si celui-ci était avantageux, elle ne va pas aider à sa fixation. Donc ça, c'est pas la bonne réponse. Et elle ne va pas non plus défavoriser, puisque elle se fait vraiment au hasard. Impossible à prévoir, c'est vrai. Quand vous plongez dans un paquet des M&M's, savoir lesquels vont ressortir, on n'en sait rien. Donc la dernière proposition était, c'est une conséquence de la sélection naturelle. Ben non, les deux phénomènes d'évolution vont provoquer tous les deux l'apparition de nouvelles espèces peut-être, mais c'est deux phénomènes différents. Ce n'est pas la conséquence l'un de l'autre. Ok, donc il nous reste deux questions d'écologie. La Rhis persuasive femelle, Rhissa persuasoria, est capable de détecter la présence des larves d'un autre insecte. Donc a priori, c'est un insecte et le cirrus géant est aussi un insecte, dans des troncs d'arbres. Alors elle dépose un œuf à proximité de chaque larve. Après l'éclosion de l'œuf, la larve de Rhis se nourrit de sel et du sirex en ayant soin de préserver ses organes vitaux pour ne pas la tuer. Ok, alors Rhissa persuasoria, est-ce qu'elle est commensale, parasite, prédatrice ou symbiotique? Donc ça, c'est les relations interspécifiques. Donc si jamais les deux profitent, donc dans ce cas-là, on va parler de symbiose ou de mutualisme. Alors ici, il y en a une qui profite et l'autre qui subit, hein, donc c'est pas la symbiose. S'il y en a une qui n'a pas de problème et que l'autre en profite, on va parler de commensalisme. Et ici, il y en a quand même une qui a un problème alors que l'autre en profite, donc non. Ensuite, s'il y a quelqu'un qui est clairement désavantagé et que l'autre en profite, dans ce cas-là, on va parler soit de prédation, soit de parasitisme. Donc, prédation, c'est quand elle ne survit pas, et l'autre parasitisme, c'est quand elle subit des dommages mais en restant vivante. Et donc ça, c'est clairement ce qui est en train de se passer ici. Donc, on ne la tue pas, donc c'est pas de la prédation. Donc les relations dont on ne parle pas ici, qui sont beaucoup plus rares, c'est les relations de neutralisme, donc ça c'est quand aucun des deux n'en profite. Les relations d'amensalisme, quand un a des problèmes et l'autre ne remarque pas, donc c'est assez rare aussi parce que ça profite à personne. Et celui qui est négatif pour tout le monde, c'est la compétition. Donc il n'y en a pas un qui est plus avantagé que l'autre s'ils sont tous sur la même ressource, par exemple. Alors il reste la question 15, toujours de l'écologie. Une définition assez précise. On vous demande la biosphère désigne quoi? Alors c'est pas la couche gazeuse qui entoure la Terre, ça c'est l'atmosphère. Alors il y a encore l'hydrosphère, c'est tout ce qui est liquide, la lithosphère, c'est tout ce qui est solide. La partie de notre planète où la vie s'est développée, non, la vie s'est développée dans l'hydrosphère. Enfin on pense, hein, c'est pas encore vraiment bien connu. Alors il en restait deux, donc l'ensemble des écosystèmes qu'abrite la Terre ou l'ensemble des organismes vivants sur la Terre. Moi, j'aurais cru que c'était l'ensemble des organismes vivants sur la Terre. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aurais appelé la biosphère, l'ensemble des vivants. Pour moi, les écosystèmes, il y a à la fois du milieu, les biotopes, et des vivants, la biocénose. Donc moi, j'aurais cru que c'était la A, mais le correctif dit que c'est la D. Voilà, donc maintenant, quelle est la raison de ça? C'est parce que c'est la définition du mot. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas tout de suite la bonne réponse? C'est aussi parce que je suis chimiste, je le rappelle.
Il me reste à faire ma petite pub. Donc, si vous voulez soutenir mon travail et vous trouvez que ça vous aide, vous pouvez rejoindre le groupe VIP Chimie Média. Je demande 5 € à chaque personne qui rejoint ce groupe. Qu'est-ce que vous obtenez en retour? Mes remerciements et puis l'accès aux documents des vidéos. Donc, par exemple, pour cet examen, vous aurez accès aux questions dans le bon ordre, sans les réponses, pour vous entraîner et avancer selon les thèmes. Vous avez aussi accès à un groupe Messenger où j'essaye de poster à peu près tous les jours. En tout cas, quand on me pose des questions, la question, une petite description de cette question et la réponse. Donc la description de la question permet de faire une recherche dans la conversation sur plusieurs questions du même thème. Ou alors vous suivez l'entraînement comme ça chaque jour. Merci à vous et bon courage pour la préparation.